Ce qui va te faire économiser jusqu'à 1 000 $ par mois. Contacte-nous pour que l'on puisse magasiner pour toi des taux hypothécaires très compétitifs et ce, partout au Québec. gmot.ca 88 655 3686. Économie, sécurité, n'attendez plus. Choix 98. Radio X. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. – 19h02. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Merci de nous choisir soit via les ondes FM ou encore l'application radiox.com. Enfin, ça a été promu depuis un petit bout. On en a fait la promotion. Une émission complète consacrée aux Templiers avec un invité spécial et Christian Page. Voici une courte capsule pour qu'on se mette ensemble dans l'ambiance. Sous le nom d'Arne de Gothia que tu prendras le chemin de la Terre Sainte. Tu seras chevalier de l'ordre du Temple. Donc tu me connais. Tu es celui que nous nommons Saladin. Et tu ne ressens aucune peur? Quitter Jérusalem en renonçant à livrer bataille. Je me félicite que Dieu m'ait permis de connaître mon ennemi. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. On vient juste d'entendre la bande-annonce d'un film qui s'appelle Arne, chevalier du Temple, donc un film de 2007. J'ai choisi celui-là, j'aurais pu en choisir plein d'autres, parce que notre thématique de ce soir, l'Ordre des Chevaliers du Temple, est un groupe, un ordre de moines soldats qui remonte au Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, qui ont fait partie des croisades, donc une épopée très importante dans l'histoire du christianisme en Europe. Et c'est un ordre qui a disparu au début du 14e siècle, mais qui a fait fantasmer. Je te dirais un peu que l'ordre des chevaliers du Temple, c'est un peu dans la même lignée que les francs-maçons ou les Illuminati. Donc un groupe plus ou moins obscur par ses activités internes, qui a fait fantasmer après de nombreuses années. On continue de croire que l'ordre, il y a eu une reconnaissance des chevaliers, une renaissance en fait de l'ordre des chevaliers du Temple au cours du temps. Des gens se sont réclamés dans la lignée de l'ordre des chevaliers du Temple, et on en a parlé ensemble il y a quelque temps. C'était la semaine dernière, je crois, où on a évoqué malheureusement cette récupération d'histoire qu'on a déformée pour finalement créer des mythes modernes, comme on crée des mythes modernes sur les francs-maçons, comme on crée des mythes modernes sur les Illuminati. Et avec les Templiers, bien sûr, on a cette fameuse série que j'ai dénoncée, La malédiction d'Oak Island, où les gens, depuis 15 ans maintenant, on creuse, puis à toute fois qu'on trouve un clou, ça devient le clou des Templiers. Un bout de bois, c'est un bout de planche qui est amené par les Templiers. Donc, il y a toute une forme de fantasme autour de ça. Alors que, en réalité, l'histoire des Templiers, elle est bien sûr captivante. C'est un moment charnière dans l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge. C'est la grande période des croisades. Les chevaliers du Temple vont également marquer l'histoire à leur époque pour différentes raisons. Ils ont des commanderies un peu partout. Ils sont littéralement les inventeurs
détenteurs des chèques de voyage. On va le voir avec notre invité ce soir. Donc, des personnages importants. Et c'est normal que l'on ait dans la culture populaire récupéré l'image de cet ordre de moines chevaliers. Et qui plus est, ils ont leur nom, hein, le chevalier de l'ordre du Temple, parce que durant les croisades, ils avaient leur quartier à Jérusalem dans ce qui était le temple d'Hérode. Et le temple d'Hérode, disait-on, était construit sur l'ancien temple de Salomon. Voilà, le nom m'échappait. Là. Donc, était construit, donc le temple d'Hérode était construit sur l'ancien temple de Salomon. Et évidemment, toutes sortes de légendes courent à propos du temple de Salomon. On y aurait déposé l'arche d'alliance. Et à un moment donné, par des méandres de l'histoire, le Saint Graal se serait retrouvé entre leurs mains. Le linceul de Turin dont on a déjà parlé. Donc, tous ces grands trésors, et je te dirais ces grandes reliques de l'histoire, quelque part dans le folklore populaire, vont passer entre les mains de ces Templiers. Alors, qui sont-ils? Où se situe l'histoire? Où s'arrête l'histoire et où commence le folklore? Et donc, pour ce soir, on a un invité spécial, c'est Hervé Gagnon. Il est détenteur d'une maîtrise et d'un doctorat en histoire. Et on s'est connus parce qu'on avait le même éditeur, donc dans les corridors de l'éditeur, on s'est rencontrés, on a échangé, la chimie a bien passé entre nous. Depuis 2010, Hervé, faut le dire, il a quitté le monde de l'enseignement et la muséologie, hein, parce qu'il avait également une maîtrise en muséologie de l'Université de Montréal. Il a quitté le milieu de l'éducation en 2010 pour se consacrer essentiellement à l'écriture. Il a écrit de nombreux romans sur des trames historiques, dont 2 notamment sur la trame des Chevaliers du Temple, la mort du Temple 1 et la mort du Temple 2. Il a écrit également d'autres romans à saveur historique avec un héros, un détective de la fin de l'époque victorienne, Joseph Laflamme, qu'on a même retrouvé sur les traces de Jack l'Éventreur. Donc, sans plus tarder, j'imagine qu'il est en bout de ligne. Hervé Gagnon. Alors, Hervé, bienvenue à notre émission. Content que tu aies accepté notre invitation. Bonjour Christian, je trouve que t'en sais beaucoup sur moi, ça m'inquiète. Écoute Hervé, pour le besoin de notre conversation de ce soir, nous allons nous tutoyer, ça peut paraître familier, mais en même temps, ça serait étrange qu'on se vouvoie l'un et l'autre. Ben oui, j'allais proposer la même chose, honnêtement, ça ferait curieux, là. Ouais. Donc, tu as entendu un peu mon préambule sur l'ordre des Chevaliers du Temple. Je vais te céder la parole. Ma première question est, plaçons-nous dans le contexte de l'histoire. On va éviter d'entrer dans le détail des croisades, parce que ce serait un peu embêtant pour le public à un moment donné. Et on veut les garder jusqu'à la fin de l'émission. Mais qui sont ces Chevaliers du Temple? Comment arrivent-ils dans l'histoire? Ben, écoute, ce qui est fascinant avec les Templiers, de leur vrai nom, attends que je le dise exactement, les pauvres chevaliers de la milice du Christ et du Temple du roi Salomon. C'était leur nom exact, crois-le ou non. Ce qu'ils ont de fascinant, c'est que ils sont littéralement une multinationale. Ils sont les précurseurs de la modernité économique et de la modernité bancaire notamment. C'est une créature fascinante à tête multiple, le temple. Lorsqu'on le voit apparaître en 1118, fondé par le comte de Champagne et animé par 9 chevaliers champenois, eux-mêmes menés par Luc de Pin. On a 9 hommes qui désirent aller en Terre Sainte pour protéger les pèlerins. 9. Alors, je sais même pas ce qu'ils arrivaient à protéger à 9, mais ils arrivent là et on leur permet de s'installer sur ce qu'ils croyaient être les ruines du temple du roi Salomon. En fait, maintenant, on sait que sur le mont Moria, ou là où ils étaient, c'était plutôt les ruines des écuries du roi Salomon. Ouais, exact. Alors, s'il y avait quelque chose à trouver, c'est certainement pas là qu'ils l'ont trouvé. Mais il reste que pendant les 10 ans qui vont suivre, Hugues de Pin notamment est connu pour avoir beaucoup voyagé, être revenu souvent en Europe, avoir parcouru l'Angleterre, l'Allemagne et avoir fait beaucoup de recrutements. De sorte qu'en 1129, au concile de Troyes, on va officiellement créer l'ordre du Temple, dont je te redonnerai pas le nom une deuxième fois, là. Ouais. Bernard de Clairvaux, qui est lui-même un personnage assez sulfureux, va leur écrire une règle inspirée de la règle de Saint-Benoît. Et ils vont devenir vraiment des moines soldats. Ils vont maintenant avoir une existence officielle, ils vont avoir le fameux manteau blanc,
blanc pour les chevaliers, brun ou noir pour les sergents et pour les chapelains. Et à partir de là, ils vont commencer à faire vraiment du recrutement. Ils vont recevoir, et c'est étonnant la vitesse à laquelle ils vont recevoir des donations de propriétés, des gens qui se donnent eux-mêmes avec leur fortune, qui veulent devenir chevaliers du temple et qui quittent mariage, qui quittent veaux, vaches, cochons et qui viennent s'installer dans les commanderies qui se multiplient à ce moment-là. Et le moment important, ce qui définit le mystère des Templiers se déroule en 1139, lorsque le pape Innocent II va fulminer, promulguer, ça dépend de l'expression, cette fameuse bulle Omne Datum Optimum, qui va dorénavant accorder à l'ordre du Temple la protection papale. Ouais. Et ça va jouer un rôle important, cette histoire de protection papale. Ouais. Et en même temps, la bulle les exempte de dîmes, donc ils n'ont pas à payer la dîme comme tout le monde. Ils sont exemptés de serments et dommages. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas des seigneurs sur les terres desquelles ils vivent. Donc les domaines, ils ont beau habiter sur le domaine d'un seigneur, ils ne lui répondent pas. Ils ont le droit de recruter et de former leur propre clergé. Et ils sont entièrement soumis au pape. Donc, ils font 4 vœux. Ils font pauvreté, chasteté, obéissance, comme tous les moines, mais ils font aussi un vœu supplémentaire d'obéissance au pape. Et à partir de là, ils vont former un État indépendant dans les États. Un État qui va être parcellaire, qui va avoir des prolongements un peu partout dans tous les pays, dans tous les royaumes, mais qui va former un État dans l'État, qui va être indépendant des rois, qui va être indépendant des pouvoirs temporels, et qui va rapidement prendre beaucoup d'importance, ne serait-ce que par l'autorité qu'ils vont développer. Puis ce qui est intéressant à partir de là, c'est la vitesse à laquelle ils se développent. Ils se développent très, très rapidement, et en un siècle, à leur apogée, là, ils ont 9000 propriétés en Europe. On calcule qu'ils ont à peu près 9000 propriétés. Et là, on parle de domaines, on parle de fermes, ils sont propriétaires de villages entiers. Il y a des villages templiers. Okay. Et les villageois leur appartiennent aussi. Ils ont des vignobles, ils ont des églises, évidemment, les fameuses églises rondes, là, qui sont pas si fréquentes qu'on le dit, mais il y en a quelques-unes quand même. Dont l'une, c'est pour les gens qui voudraient en voir, il y en a une à Londres qui est particulièrement magnifique, d'ailleurs. Oui, Temple Church est merveilleuse, mais il y a aussi d'autres églises templières en Europe qui sont beaucoup plus représentatives que Temple Church. Notamment l'église de Monsonès dans le sud de la France et l'église de Saint-Amand à Muret, que j'ai visité il y a quelques années et qui ont des parois doubles, notamment parce que toutes ces églises-là sont munies de meurtrières qu'on ne voit pas de l'extérieur. Okay. Meurtrière comme vraiment dans sa pour être capable de tirer à l'arc pour défendre, parce que l'église pouvait devenir... L'église était fortifiée, mais secrètement, de sorte que si on les attaquait, ils se réfugiaient dans l'église, puis bonne chance ceux qui voulaient les prendre. OK. Et bon, écoute, ils vont devenir très riches. Évidemment, très rapidement, ils vont devenir très riches. Ils vont avoir une flotte imposante. Et grâce à cette flotte-là, ils vont faire constamment des allers-retours entre l'Europe et... Est-ce qu'on a perdu? Oh! On va essayer de le rappeler. OK, on va essayer de rejoindre Hervé. Oui. Je vais te laisser en nombre quelques secondes. Pendant que tu rejoins Hervé, moi je me rappelle que l'un des éléments intéressants qui m'avait frappé à propos des Templiers, lorsque je faisais la série À la recherche des reliques saintes, je me suis retrouvé au Saint-Sépulcre à Jérusalem, et c'était l'endroit où il y avait une commanderie templière qui était installée au Moyen-Âge, et dans l'une des pièces du Saint-Sépulcre, il y avait une espèce de chapelle basse, et quand on entrait dans cette chapelle basse, il y avait sur le mur des croix qui avaient été gravées à la pointe de l'épée, et ces croix avaient été gravées par les chevaliers du temple. Donc c'était quand même un peu surprenant. J'étais à cette époque, c'était quoi, 2010, 2012, j'étais dans le Saint-Sépulcre et je touchais de mes doigts des croix qui avaient été gravées 8 ou 9 siècles plus tôt par des membres de la commanderie des chevaliers du temple. Moi aussi, je trouve ça fascinant d'avoir le contact
contact comme ça. Voilà, qui était présent. Donc, avec mes doigts, je touchais la paroi, puis je me disais, il y a 800 ans, des chevaliers du temple, ici, à la pointe de l'épée, ont gravé la pierre pour marquer leur présence dans ce qui est aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Donc, c'est quand même un peu enivrant, cette connexion que l'on a avec l'histoire. Hervé Est-ce que est tu de as réussi retour. à replacer Hervé? Oui. Donc, Hervé, tu nous parlais... Voilà, on t'avait perdu. Ben, je parlais tout seul. C'était fascinant, mais je connaissais déjà ce que j'avais à dire. Non, j'étais en train de vous dire qu'ils sont devenus très riches. Hein. Oui, c'est ça. Donc. Parce que, comme ils faisaient des allers-retours ils avaient une flotte? Ils avaient une flotte, et par cette flotte-là, ils se sont mis à faire du transport de valeur. Mm-hmm. Alors, comme la religion chrétienne interdisait le prêt usuraire, ils chargeaient des frais de transport. Okay. Et alors, ils transportaient carrément l'argent des gens qui voulaient en envoyer en Terre Sainte. De là, ils ont évolué vers la lettre de change, vers la traite bancaire, qui sont les ancêtres du chèque d'aujourd'hui, oui. Et qui fait qu'on pouvait déposer une somme mettons, à la commanderie de tel endroit. On donnait au type un papier qui disait, monsieur a déposé à la commanderie, disons, de Paris, une somme de... Et il arrivait à Jérusalem, il présentait le papier à la commanderie de Jérusalem, et on lui donnait sa somme, moins les frais les frais d'administration. Ouais, les frais d'administration. Et ils sont devenus très riches comme ça. Ils ont endetté tous les rois d'Europe. Ils ont endetté les papes. Ils ont endetté tout le monde jusqu'au cou. Ils tenaient littéralement tout le monde par les couilles. Ouais, voilà. Et ils ont fini très détestés par la population, détestés par les pouvoirs temporels, détestés par tout le monde. Voilà, et j'aime bien cet élément-là parce que lorsque j'ai fait ma série à la recherche des reliques saintes, j'ai rencontré plein d'historiens qui m'ont parlé, bien sûr, des Templiers, qui connaissaient bien la matière, et c'est amusant de voir comment aujourd'hui les Templiers, on les a un peu, je dirais, on a presque romantisé l'image. On les a idéalisés beaucoup. Oui, alors qu'à l'époque, et on va parler de la chute des Templiers, mais au moment où il va y avoir cette chute, il va y avoir le désaveu papal, les Templiers sont à peu près détestés à travers toute l'Europe. Ah ben oui, ils sont détestés par la population, ils sont détestés par les rois. Ils sont trop riches, trop puissants, trop indépendants. Il n'y a plus personne qui les contrôle. Et contrairement à ce qu'on en dit, ce sont pas des saints, hein. Non, mais quand tu penses qu'ils ont réussi, ils ont quand même inventé la double comptabilité. Tu sais, les entrées et les sorties qu'on prend pour acquises maintenant, là. Ouais. Ce sont les Templiers qui ont mis ça au point aussi, là. En tout cas, en Europe, ils ont, semble-t-il, ramené ça d'Orient. Bon. Ouais. C'était pas pour rien qu'ils utilisaient ça. C'est parce qu'ils arrivaient à en cacher plein aussi, là. Ils étaient richissimes. Oui. Et d'ailleurs, ça va jouer beaucoup sur la légende des Templiers. Mais avant qu'on entre dans la légende, parce qu'elle est très importante, on a parlé de la création de l'ordre, comment il a évolué, comment il est devenu excessivement riche, comment il a échappé un peu au diktat de tous les gouvernements d'Europe. Et voilà qu'arrive cette chute. On est au début du 14e siècle. Il y a toute une série de contraintes que le roi de France, Philippe le Bel, veut leur imposer. Et à ce moment-là, ils sont protégés par le pape, mais le pape va éventuellement les désavouer. Je te laisse la parole, Hervé. Comment se passe la chute des Templiers? Le pape va les désavouer, c'est beaucoup dire. Le pape a pas eu le choix. Le pape a pris part pour Philippe le Bel. Ben, c'est parce que le pape était une créature de Philippe le Bel. Philippe le Bel l'avait littéralement choisi, il l'a assis sur le trône de Saint-Pierre, puis il a dit, tu vas être mon pape. Mm-hmm. Et Bertrand de Gaulle est devenu Clément V en sachant qu'il allait être la créature du roi de France. Et le roi de France lui a annoncé un matin qu'il allait larguer des Templiers parce qu'il voulait mettre la main sur le trésor du temple, tout simplement. Philippe IV le Bel était à un cheveu de la faillite, comme il l'a été pendant tout son règne. C'est quand même un roi qui avait déjà chassé à plusieurs reprises les prêteurs juifs et les banquiers lombards du royaume de France en leur interdisant d'amener avec eux leur argent. Mm-hmm. Ils mettaient le monde dehors, ils faisaient le tour, ils ramassaient l'argent et ils leur permettaient de revenir. Ouais. Et ils faisaient ça cycliquement. Et bon, c'est le même roi qui a dévalué la monnaie à plusieurs reprises au point où les gens avaient tout l'argent que les petits paysans avaient accumulé leur permettait plus d'acheter une miche de pain.
Et tu sais, c'était horrible. C'était un type qui était vraiment aux abois là, financièrement. Alors, il a décidé un matin, comme ça, qu'il allait en finir. Et ça, c'est miraculeux. Il a réussi à faire transmettre l'ordre dans toute la France sans que ça se sache. Mais évidemment, le temple avait l'oreille longue puis le bras encore plus long, et on soupçonne qu'il le savait. Et le matin du 13 octobre 1307, vendredi 13, soit dit en passant. Oh non, pas un autre. Ben oui. On pense que c'est une des origines de la peur du vendredi 13. Effectivement. C'est la chute du temple. Et alors, lorsque les hommes, les soldats de Philippe sont arrivés, par exemple, à la commanderie de Paris, qui était censé être l'endroit où on conservait l'essentiel du trésor de l'ordre, ils ont trouvé à peu près rien. Ils ont trouvé que quelques vieillards, quelques chevaliers, mais pas tant. Et la plupart des Templiers se sont évanouis dans l'atmosphère. On les a jamais retrouvés. On a quand même capturé plusieurs. On a mis pratiquement pas la main sur l'argent, mais toutes les propriétés ont été récupérées, ont été cédées à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. Oui. Mais ça, c'est en France. Ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, on a refusé de les arrêter. En Angleterre, notamment, ça a pris beaucoup de temps. Au Portugal, ça s'est pratiquement pas fait. On leur a permis de faire faillite et de partir sur un autre nom. Ils sont devenus les Chevaliers du Christ. Et ensuite, c'est devenu les Chevaliers de Malte. Ouais. Et c'est pas, c'est bon, là on va loin, mais il reste que Christophe Colomb avait la croix de l'ordre de Malte sur ses voiles quand il est arrivé ici. Tout ça pour dire que leur chute a été violente. Mais a été suivie d'une longue agonie parce qu'on leur a fait procès par-dessus enquête et enquête par-dessus procès pendant de 1307 à 1312. Ouais. Écoute, ça a été la torture. On voulait leur faire avouer qu'ils avaient pratiqué la sodomie, puisqu'ils avaient sans doute fait, toi et moi, qu'ils avaient craché sur la croix, qu'ils avaient embrassé des hommes sur l'anus et sur les lèvres, qu'ils avaient renié le Christ, qu'ils avaient pratiqué la sorcellerie, qu'ils étaient hérétiques, en voulez-vous, en voilà. Ouais, on a même l'image que l'on voit souvent, le Baphomet, hein, donc ça c'est adorer une idole, c'est ça. Voilà, donc ce bouc à les jambes croisées a été Philippe le Bel disait voilà, c'est une idole que les Templiers adoraient. Ouais, mais ça c'est pas clair, hein, parce que si tu lis les actes du procès, moi j'ai tout ça à la maison, je me suis amusé beaucoup à lire tout ça. Mais bon, nous les historiens, on est un peu étranges, on s'amuse là où les autres s'emmerdent. et dans les aveux, parce que sous la torture, évidemment, il y a aveux. Et souvent, cette question-là d'adorer une idole, ça correspond pas. Il y en a qui disent que c'était une tête de chat, d'autres qui disent que c'était une tête en or, un homme, d'autres que c'était une tête momifiée avec une barbe, d'autres que c'était justement une tête à cornes. Alors, ils avouaient ce qu'on voulait bien qu'ils disent. L'important, c'était que ça arrête de faire mal. Ouais, je crois. Absolument. Et on raconte, il y a des actes de l'enquête notamment où on raconte qu'un vieux Templier est transporté par deux autres Templiers dans la salle devant les inquisiteurs avec une petite boîte de bois sur ses cuisses parce qu'il peut plus marcher parce que les autres ses pieds sont dans la petite boîte. Tellement qu'on lui a brûlé la plante des pieds. Tu sais, c'était une période de grande violence. On est à la fin du Moyen Âge et la violence est chose courante. Puis la sainte violence était permise en plus. Alors, mais bon, la question se pose, étaient-ils hérétiques? Ouais. On sait qu'ils ont aidé les Cathares dans le sud de la France pendant la croisade contre les Cathares. On sait qu'ils avaient des tendances joannites, donc il y avait un penchant pour Marie-Madeleine puis pour Jean le Baptiste. Ils avaient une adoration particulière pour les deux. On sait qu'ils ont fréquenté les soufis en Orient. Alors, on sait qu'ils ont fréquenté les Juifs. Alors, il est fort probable qu'il y avait un ensemble de croyances qui était un petit peu déviant par rapport à la norme chrétienne. Là. Il faut être réaliste. Là. Mais on n'a pas de preuve de ça. Là, je spécule. Ouais, mais tu as mentionné cette date, 1312. On a mis la main sur Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre, qui va être exécuté à l'île aux Juifs, à Paris. Et à ce moment-là, c'est vraiment la débâcle. C'est la fin de l'ordre des Templiers.
L'ordre des Templiers était déjà fini. On a officialisé ça en brûlant Jacques de Molay puis 2 autres officiers sur l'île aux Gifs. Il y a d'ailleurs encore une plaque où on peut. Oui, j'ai vu la plaque en question. Et la dernière fois où j'y étais, c'était à hurler de rire parce qu'il y avait des Américains qui avaient emmené une bande de jeunes adolescents qui faisaient partie de l'ordre de Molay. Et qui étaient tout excités parce que eux, dans leur tête, ils étaient sur le site de la mort de leur maître à penser. OK. Qui connaissaient pas, évidemment, puis personne connaît Jacques de Molay. Il n'y a pas de biographie de Jacques de Molay. On ne sait pas ce qu'il a pensé, on ne sait pas ce qu'il a dit, il n'a pas laissé de texte, il n'a rien laissé, on le connaît pas. Ouais. Il y a quand même l'historien, j'allais dire, Alain Dumergère, en France, qui a quand même écrit un ouvrage consacré à Jacques de Molay. Oui, quand même. Mais je veux dire, objectivement, là, c'est pas quelqu'un qui est connu. C'est pas quelqu'un qui a laissé tant de traces que ça. On le connaît par les témoignages que d'autres ont laissés de lui ou par le peu qu'on a enregistré de ses témoignages pendant l'enquête, pendant l'Inquisition. Exact. Et là, à partir du moment où l'ordre n'existe plus, on s'est emparé de leurs terres, on s'est emparé de leurs biens, qui ont été, comme tu l'as mentionné, repassés à l'ordre des Hospitaliers. Et à partir de là... Avec lesquels on voulait les fusionner, d'ailleurs. Hein? Oui, tout à fait. C'était l'excuse qu'on avait utilisée pour faire revenir Jacques de Molay d'Orient pour négocier une fusion avec l'ordre des Hospitaliers, et le maître des Hospitaliers était lui aussi à Paris et ils devaient se rencontrer. Mais c'était une ruse, évidemment. Tout ce qu'il voulait, c'était capturer Molay. Ouais. Et là, on va passer, si tu le veux bien, parce que le temps file, on va passer à la légende des Templiers. Donc, d'où vient cette renaissance de cet engouement pour les Templiers? Parce que au moment où il y a la chute, ça fait l'affaire de beaucoup de gens de voir que les Templiers sont dissous, que leurs biens sont confisqués. Donc à ce moment-là, il y a pas un grand intérêt. Faut pas se le cacher, dans les chaumières, on applaudit davantage à la fin de l'ordre des Templiers. Et puis soudain, on voit, et en particulier aujourd'hui, les Templiers ont acquis une espèce d'aura, et ils sont valorisés, ils sont on en a fait quasiment des personnages, des parangons de pureté. Comment ce mythe-là va-t-il apparaître? Christian, je te fais plaisir, c'est la faute des francs-maçons. Il est beau, des francs-maçons. Ils sont épouvantables. Ils sont partout, écoute, en fait, c'est très simple. C'est qu'en 1737, le chevalier de Ramsay, qui est un franc-maçon écossais, et qui est jacobite et qui s'est exilé en France après la chute de Charles II, et qui espère faire revenir l'héritier jacobite sur le trône d'Angleterre. Ramsay écrit un discours qu'il veut prononcer en loge. Et pour une raison qui échappe à tout le monde, il le soumet d'abord au cardinal Fleury, qui est le principal ministre du roi à ce moment-là. Et le cardinal Fleury le refuse. Alors, il écrit une deuxième version, le cardinal Fleury le refuse de nouveau. Alors, le fichu discours n'a jamais été lu, mais il a été distribué. Et dans ce discours-là, Ramsay dit une toute petite phrase, il dit « Notre ordre vient des croisades ». Et il faisait même pas allusion aux francs-maçons, aux Templiers. Il faisait allusion aux Hospitaliers. Et étrangement, à partir de là, on voit des Templiers partout et la quantité de degrés maçonniques templiers, d'inspiration templière, qui émerge dans la deuxième moitié du 18e siècle en France et au début du 19e siècle, c'est à hurler de rire. Tiens, je t'en lis quelques-uns. Ordre des sublimes chevaliers du Temple grand écossais ou la voûte sacrée de Jacques de Molay et illustre Cadore sublime, 18e siècle. Chevalier templier Cadoche de la Palestine. Grade des constitutions de la Triple Croix. Grade du maître écossais de Saint-André du Chardon et chevalier sublime de Dieu et de son Temple. Clermont, 1750. Souverain commandeur du Temple, 1774. Noviciat de l'ordre écossais, 1775. Chevalier hospitalier du Christ, 1778. Maçonnerie des Templiers, illustre chevalier de l'intérieur, 1806. Juge philosophique, grand commandeur inconnu, 1815. Et ça continue. Et ça n'a jamais cessé. Ouais. Et tous ces degrés-là ont été ramassés dans ce qu'on appelle... Oh non, est-ce qu'on a perdu encore Hervé? On a encore perdu Hervé.
Oh non! Cette histoire ne finira pas. Écoute, ce que je vais faire, Christian, je pense que je vais nous accorder une pause. OK. Le temps de le recontacter, puis on va poursuivre sur la légende des Templiers. OK. J'allais dire franc-maçon, faut pas y mêler. Ouais. C'est toute la même racaille. On revient OK, quelques on revient, minutes. parfait. Désolé pour les problèmes techniques ce soir, les auditeurs. On est de retour dans quelques minutes. Radio X-Files. Radio X. Le coût de la vie augmente. Et si ce n'était pas le cas pour vos assurances? En les magasinant sur un comparateur d'assurance comme clicassure.com, vous pourriez économiser en moyenne 406 $ pour vos assurances auto et habitation. Magasinez, comparez et économisez. Clicassure.com. C'est la vente Fais-le pour toi en 2023 chez Popeyes Supplément. Jusqu'au dimanche 29 janvier, profite de rabais incroyables sur plus de 60 produits en magasin et en ligne. Économise jusqu'à 55 $. Une foule de nouveaux produits sur les tablettes, produits cétogéniques, suppléments pour femmes, gamme de produits végétaliens, protéines et produits de santé générale. Un pas de plus vers l'atteinte de tes objectifs santé. Les meilleurs suppléments naturels sur le marché au meilleur prix. Popeyes Supplément, 4 succursales à Québec. Visite le shop Popeyes.com. Vous avez un projet de construction commerciale ou industrielle? Vous ne savez pas par où commencer? Laissez l'équipe de Bellaro vous guider et vous conseiller. Faites de votre projet une réussite. Avec Bellaro, simplicité et efficacité garantie. Bellaro.ca 88 651 0111. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Bull Whisky et Gastronomie, c'est le plus gros salon de cocktails et spiritueux au Canada et ça débarque au Vieux-Port les 3 et 4 février. Des top whisky, des cocktails, des DJ, puis du beau monde. Visite le bullwhisky.com pour réserver ta place. Présenté par Passepartout Bonne-Chère et les prêts-à-boire Eau de Vie. T'es charpentier menuisier, contremaître ou compagnon, puis t'as pas les deux pieds dans la même bottine? Le groupe Nanook recrute. Joins-toi à une équipe jeune et dynamique. Ton poste en rénovation résidentielle à Québec t'attend. Appelle le groupe Nanook 581-985-6949. Le temps des fêtes a engendré plus de dépenses que prévu? Si vous ne voyez pas de solution pour régler vos dettes, chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, on aide les gens depuis plus de 45 ans. Première consultation sans frais ni obligation au 88 525 46 41 ou consultez gosyndicleblond.com. Honda de Giro, facile et flexible. Toujours plus de 75 véhicules en inventaire de toutes les marques. Rapport Carfax inclus et nos véhicules Honda d'occasion sont certifiés. Honda de Giro, ouvert même le samedi, hondadegiro.com ou Facebook. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Et sans plus tarder, je ramène tout de suite Hervé Gagnon en onde. Il est avec oui, nous. foutue technologie, hein? Oui. On t'avait censuré, Hervé. Ouais, ben c'est ça que je pense. Moi, je pense qu'il y a un complot derrière ça. Un complot maçonnique. Ouais, c'est ça. Donc, je te disais que finalement, la franc-maçonnerie a récupéré le mythe templier. Oui, donc, et même aujourd'hui, il y a encore des ordres templiers au sein de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Oui. L'autre chose, c'est que il y a des émissions comme le mystère d'Oak Island, cette calamité télévisuelle là, qui perpétue le mythe et qui nous fait croire qu'il y a un trésor et blablabla. Alors, je me suis un peu fâché récemment contre cette émission-là, puis j'ai moi-même décidé de régler le cas d'Oak Island dans un roman où j'ai effectivement amené les Templiers jusque-là. Et j'ai eu bien du plaisir parce que je me suis dit, si jamais c'est traduit et qu'ils lisent ça, ils vont me détester. Mais c'est pas grave. Mais de toi, moi, Hervé, on va le dire, toi et moi avons mis la main sur des relevés géologiques de Oak Island qui prouvent qu'il n'y a pas de tunnel, il y a rien là-dedans, là. Je pensais que j'étais le seul à avoir ça. T'as le bras long, toi? OK. Non, écoute, moi, ce que j'ai, il y a rien. Et puis, tu sais, c'est pas parce qu'on trouve une pièce de monnaie du 14e siècle à Mahone Bay que les Templiers sont passés. Il faut pas oublier que les marins basques pêchaient là. Oui, et d'ailleurs, il y a quelques semaines, avec Camille, justement, je faisais la réflexion, j'ai dit, faut vraiment pas connaître l'histoire, faut vraiment exploiter l'ignorance des gens, parce que le fait de trouver, comme tu dis, une pièce de monnaie, c'est le contexte archéologique. Est-ce que la pièce de monnaie, elle est seule dans un paquet de boue, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de l'associer avec une commune? Il y a toute une mouvance. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance d'être un des derniers étudiants du grand Michel Brunet. Mm-hmm. Et M. Brunet nous commençait tous ses cours en disant il y a des historiens puis il y a des histoireux.
Ah, c'est bon, ça. Ouais. Et il y a toute une mouvance d'histoireux qui perpétue ce mythe des Templiers en Amérique du Nord avant l'arrivée de Colomb et blablabla. Ouais, d'ailleurs, justement, si tu me permets, Hervé, justement, parlons-en, là, prenons quelques instants pour ça. Un des premiers mythes qu'on retrouve avec les Templiers, qui m'a fait rager, bien sûr, c'est cette histoire où, encore une fois, les Templiers ont survécu à la débâcle du début du 14e, et on les retrouve avec Henry Sinclair en Écosse, et là, ils vont faire un grand voyage pour venir au Canada. Donc, ça, c'est le fun en maudit pour un romancier. Mais pour un historien, ça vaut rien. Voilà, parce qu'il y a une carte également qui circule. La fameuse carte des frères Zénaud, dont on n'a pas l'original, dont on a seulement une copie, sur laquelle, au miracle, se trouverait la latitude et la longitude bien avant que ce soit supposé être le cas. Les latitudes et longitudes étaient inventées. Ben voilà. Alors, mais on n'a jamais les originaux dans ce temps-là. C'est comme Bigfoot. Nos téléphones sont HD, puis on n'est pas capable d'avoir une photo claire de Bigfoot. Tu sais, c'est toujours la même chose. Là. Les ovnis, c'est pareil. T'as jamais une bonne image d'ovnis, tu as remarqué. Bon, tu sais. Mais le paranormal est une pépinière de photos floues. Oui, je sais, puis en même temps, c'est des attardés technologiques, hein, tout le monde. Mais bon, au-delà de ça, je veux dire, la réalité, c'est que y a ces gens-là qui vivent dans une chambre d'écho et qui perpétuent le propre mythe et qui s'auto-convainquent constamment. Tu sais. Et moi, j'ai eu la chance, puis je dis la chance parce que c'est devenu un ami, parce que j'étais dans le fond son avocat du diable. J'ai eu la chance de discuter beaucoup de ça avec Gérard Leduc, qui est mort l'an dernier, je pense un peu plus d'un an maintenant. Et Gérard était un entêté qui y croyait dur comme fer, puis il suffisait qu'il voit une croix platée sur une vieille carte, et pour lui, c'était la preuve que les Templiers étaient passés par là. Il trouvait une tige de métal, puis c'était forcément des Celtes. Écoute, il y avait trois roches à proximité des unes des autres, c'était un cairn. Stone Edge, ouais, c'est ça. Bon, mais en même temps, Gérard a trouvé des trucs que je suis pas arrivé à expliquer quand même. Dont les fameuses ruines ce qui semblait être un moulin à eau, là, comment ça s'appelle, à Mansonville. C'est ça, bon. Ouais. Ça, j'avoue que c'est étrange. Tu sais, ça fait, alors, bon, écoute, la réalité, c'est qu'on le saura sans doute jamais parce qu'on n'a pas d'archives templières. C'est ça le gros problème. Et c'est le problème de tous les mythes. Hein? Quand on n'a pas la réponse, ça suscite plein de questions. C'est bon pour Jack l'Éventreur. C'est bon pour les Illuminati. C'est bon, tu sais, tout ce qui a existé pas longtemps ou qui a existé dans la pénombre et qui n'a pas laissé de traces écrites ou très peu, on peut inventer ce qu'on veut. Les documents, les faits sont là pour restreindre les interprétations. Oui. Je disais, quand j'ai fait la série À la recherche des reliques saintes, à un moment donné, dans le narratif, je disais, on peut écrire n'importe quoi sur les pages arrachées des livres d'histoire. Ben voilà. On dit que l'image est belle. Est-ce que je peux te la piquer? Oh, tu peux la prendre. OK. C'était très beau, effectivement. Bon, si on regarde sur le plan historique, là, de manière académique, rien ne permet de croire, ou même, je dirais, à l'encontre, les Templiers ne sont jamais venus en Amérique du Nord. Non. Par contre, on peut penser que les Templiers ont survécu individuellement. On sait qu'ils n'ont pas tous été capturés. On sait que à l'époque où le Temple tombe, en 1307, l'Écosse est excommuniée parce que son roi, Robert Bruce, l'est aussi. OK? Et il y avait des commanderies templières en Europe. On n'a qu'à penser à Templecirk, à Old Kirk aujourd'hui, près d'Édimbourg, là, dont il reste plus grand-chose, mais qui était un chef-lieu templier. Alors, il est fort probable que beaucoup de Templiers ont tout naturellement fui vers l'Écosse. Bon. Oui. Bon, ensuite, là, il y a la question de est-ce que c'était eux, à la fameuse bataille de Bannockburn en 1314, qui ont fait fuir les Anglais. Ben, là, on est dans la spéculation. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de sépultures templières en Écosse dans des cimetières normaux, là. Okay. Alors, c'est possible. C'est possible. Tu sais, qu'il y a eu des restes de l'ordre ici et là qui se soient censés reconstituer, qui se soient regroupés. Mais encore là, on est dans la spéculation. Ouais, un peu comme les Illuminati. Donc, à partir du moment où les Illuminati vont disparaître, on sait que certains membres ont essayé de ressusciter les Illuminati. Et puis après ça, on va les accuser d'avoir été impliqués dans la Révolution française et autres, là. Mais à ce moment-là, l'ordre en lui... partons pas dans les
complot maçonnique, hein, parce que là, faut sortir l'abbé Baruel et puis les origines du jacobinisme, ça va être long, là. Oui, mais on comprend que donc il y a une récupération qui se fait. Donc, la question que je te pose, Hervé, est-ce que on en a quand même un peu, on l'a quand même évoqué, cette histoire de trésor à Oak Island, à chaque fois qu'on trouve un clou, c'est un clou templier, c'est un bout de planche templier. Et on raconte également qu'en dehors de Oak Island, les Templiers auraient enterré l'Arche d'Alliance, auraient enterré le Saint Graal, un peu partout il y aurait des trésors templiers. On n'a qu'à penser que ce soit en Amérique, mais aussi en France. Hein, on connaît tous l'histoire de Rennes, le château et tout le reste. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Écoute, il y en a un qu'on me le prouve, qu'on me donne une source, qu'on me donne un document, qu'on me donne quelque chose. Par contre, il y a des mystères, il faut l'admettre. La fameuse tour de Newport, Rhode Island. Oui, en Nouvelle-Angleterre, oui. Non, c'est celle qui est, je pense que c'est au Rhode Island, je me trompe pas. En Nouvelle-Angleterre, c'est ça, c'est la Nouvelle-Angleterre. Ouais, c'est ça, ouais. Qui a 8 arches. Et dont Verrazzano aurait mentionné dans ses écrits, qui aurait déjà été là à son arrivée. Ça, bon, c'est un peu plus intriguant. Je pense pas que les Amérindiens avaient cette technologie architecturale-là. Bon, maintenant, écoute, il y a plein de tests qui ont été faits. Puis c'est très difficile de dater une structure de pierre, hein, parce que c'est pas organique. Alors, le carbone 14, il y a rien qui marche. Alors, on est réduit à regarder le style puis la construction. Puis, tu sais, les restes organiques qu'on va trouver à 6 pieds sous terre à la base de la tour, bon, même si on dit, ben, ça, c'est du 13e siècle. Oui, il y a eu un 13e siècle en Amérique du Nord à 6 pieds sous terre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, ça veut rien dire, ça non plus. Alors, il y a des trucs non résolus. Il faut quand même l'admettre. Mais de là à en perdre le sommeil et croire qu'il y a une conspiration templière, non. Je veux dire, il y a encore des gens qui se costument en templier une fois de temps en temps, là, avec un petit chapeau assez ridicule. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-uns. Et je peux pas dire que c'est particulièrement impressionnant. Il y a encore les 3 derniers degrés du rite écossais ancien et accepté de la franc-maçonnerie, qui sont des degrés templiers, dont un, entre autres, où on demande aux candidats de prêter serment devant 3 crânes qui représentent le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, puis il y a un crâne qui est bon, puis les 2 sont méchants, là. Les 2 autres sont méchants, et qui, bon, je te laisse comprendre tout de suite qu'il s'agit de Clément V, Philippe IV et puis Jacques de Molay. Ouais. Mais bon, ça, c'est de la récupération, ça veut absolument rien dire. Ouais. C'est un peu comme de triste mémoire l'ordre du Temple solaire qui se réclamait également dans la foulée ou dans la lignée des Templiers. Oui, puis on sait où ça les a conduits, hein? Oui, exact. Ouais. Donc, si on comprend bien, on fait un résumé de l'histoire, les Templiers sont une entité, un ordre qui a bel et bien existé, des moines soldats, mais à partir du début, du début du 14e siècle, il y a une forme de débandade. À ce moment-là, ils ont perdu à la fois le support du public, le support également du pape, quelles que soient les raisons, et l'ordre va peu à peu s'éteindre de lui-même. Les biens seront récupérés par les hospitaliers. Quant aux individus, certains d'entre eux, individuellement, vont fuir, vont se rendre en Écosse peut-être, mais l'ordre en lui-même n'existe plus. Donc, prétendre qu'au 15e, 16e siècle, des commanderies templières se seraient installées en Amérique, seraient venues enterrer un trésor à Oak Island et compagnie, ça semble relever du mythe. C'est un mythe. La charte de l'Arménius est un mythe. La légende de Pierre d'Aumont qui attend les Templiers en Écosse est un mythe. C'est juste du bon stuff pour les romanciers. Et Henry Sinclair, c'est un mythe. Écoute, ça, oui, mais en même temps, la famille Sinclair, qui est devenue la famille Sinclair, a quand même érigé Rosslyn Chapel, la chapelle de Rosslyn. Et la chapelle de Rosslyn est un édifice éminemment maçonnique. Et comme par hasard, les chapelles templières et les temples maçonniques ont à peu près la même configuration.
D'ailleurs, simplement dans la récupération du mythe, faut quand même dire aux auditeurs que la famille Sinclair, certains prétendent que ce serait une déformation du mot français sans clair. OK. Non, là, tu rentres dans autre chose, mon Dieu, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas, sans compter qu'ils vont te poursuivre, ces trois auteurs-là poursuivent tous ceux qui les mentionnent. On s'est arrêté au bon moment. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais qu'ils ont, tu sais que Dan Brown s'est servi de cet ouvrage-là. Absolument. Pour son fameux Da Vinci Code. Ouais, et ils l'ont poursuivi. Ils l'ont poursuivi. Les auteurs ont poursuivi, ouais, absolument. Ouais. Et le juge leur a répondu, vous prétendez avoir fait un ouvrage historique. Ben, je vous apprends qu'il n'y a pas de copyright sur l'histoire. Ils ont été déboutés. Oh! Ouais, c'est ça, et là, ils ont dû dire, merde, on aurait dû dire que c'était une fiction. Ouais, exact. Ouais. Mais bon, bref, on comprend qu'il y a une récupération partout. Cet engouement pour un mysticisme historique, il est omniprésent dans, je dirais, au cours des 30-40 dernières années. On a vu une réapparition de tout ce mysticisme. Puis on ne parle que des Templiers, mais il y a aussi tout le mouvement nazi également qu'on a récupéré. Les nazis ont inventé des soucoupes volantes, ils ont voyagé dans le temps, ils ont à peu près tout fait, là. Donc, il y a une espèce de récupération de ces grands mythes qu'on aime bien, comme tu dis, c'est de la bonne matière pour les auteurs, mais sur le plan de l'histoire, il y a à peu près rien là-dedans. Non, écoute, il y a rien à retenir. C'est le contraire de Brassens qui aurait dit tout est bon, il y a rien à jeter là. Ouais, c'est pas Lavoisier, rien ne se parle, rien ne se crée. Ben c'est ça. La réalité, là, l'argument massu dans tout ça, c'est qu'entre 1307, disons 1314, là, et 1737, on ne parle pas des Templiers, ils sont disparus de l'histoire. Mm-hmm. Et tout d'un coup, ils reviennent à cause d'un petit document qui est tombé, c'est le docteur Jung serait content d'y voir une synchronicité, j'imagine, là, qui sont tombés au moment où la franc-maçonnerie se développait et était à la recherche de ses propres mythes fondateurs. Parce que le mythe d'Hiram, à la limite, à un moment donné, tu fais ce que tu peux avec ça, là. Tu sais? Ouais. Alors, tout d'un coup, il y en avait d'autres. Et voilà les Templiers qui sont revenus de là-bas avec les secrets. Et puis bon, la franc-maçonnerie a récupéré ça, elle a récupéré l'alchimie, elle a récupéré les Rose-Croix, elle a ramassé tout ce discours médiéval et du 16e, 17e qui était en train de se perdre. Et en a fait des degrés qui donnent des leçons de morale. Bon. Oui. Et les Templiers sont devenus ça, une source de leçons de morale, c'est-à-dire cette espèce de fermeté devant l'adversité, la loyauté à son devoir jusqu'à la mort s'il le faut. Hein? Oui. Dis-moi, Hervé, dernière question avant qu'on se quitte. Ou avant que le téléphone nous lâche. Oui, c'est avant ça. que le téléphone nous lâche. À l'époque des Templiers, on parle à l'époque où ils étaient une réalité effective. Hein? Donc, on est dans au 13e, début du 14e siècle. Aujourd'hui, on prête aux Templiers toutes sortes de possessions fabuleuse. Hein? Ils auraient découvert le Saint Graal, ils auraient amené en Europe, en fait, ils auraient amené en France le Saint-Suaire de Turin, ils auraient trouvé l'Arche d'Alliance. Est-ce que dans les documents officiels, durant l'existence historique des Templiers, on a la moindre indication qu'ils auraient, durant leur séjour, leur occupation à Jérusalem, qu'ils auraient mis la main sur quelconque trésor fabuleux? Écoute, il faut travailler ça avec logique. D'une part, des documents officiels, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas d'archives templières. Alors, je peux pas te répondre. D'autre part, dans les actes des procès, dans les interrogatoires, il n'y en est pas mention. Tu me diras, oui, mais s'ils voulaient les garder secrets, c'est évident qu'ils n'auraient pas mentionné, bien sûr. Mais ça, c'est la quadrature du cercle. Hein? C'est l'œuf de Colomb. Tu vois, tu sais, les complotistes ont cette fâcheuse habitude de dire, vous voyez, comme on veut nous prouver que ça n'existe pas, c'est parce que ça existe. C'est parce qu'ils veulent nous le cacher. Ils n'en ont pas parlé, donc c'est que ça existe. Non, s'ils n'en ont pas parlé, c'est parce qu'il n'y en a pas. Oui. Et les complotistes ont beaucoup de mal à comprendre ça, beaucoup de mal. Ou à accepter ça parce que ça défait leur château de cartes. D'autre part, on s'entend-tu que s'il y avait eu l'Arche d'Alliance, là, avec les pouvoirs qu'on lui attribue dans l'Ancien Testament, il serait-tu fait pogner comme ça?
Non, j'en doute. Tu sais, je veux dire, je sais pas, il aurait zappé tout le monde avec un laser divin, puis ça aurait été fini. Bon. Ouais. C'est un peu la même chose hein, quand on nous parle des soucoupes volantes nazies. Si les nazis avaient eu des soucoupes volantes, ils auraient gagné la guerre. Ils n'auraient pas envoyé des gamins de 10 ans avec des uniformes trop grands pour eux et essayer de combattre les Russes dans les rues de Berlin, là. S'il y avait eu le vril, il n'y aurait même pas eu à sortir de chez eux. Exact. Non. Ben écoute Hervé, merci beaucoup d'avoir remis les pendules à l'heure. Ça fut un grand plaisir. Ben merci beaucoup. Je veux pas que les gens gâchent leur plaisir de continuer de regarder le trésor de Oak Island, la malédiction. Ah non, mais tu sais qu'ils vont plus loin en les sacripant. Ils ont une nouvelle série, Beyond Oak Island. Ben non. Oui. Et là, ils cherchent des trésors ailleurs avec d'autres chercheurs de trésors comme eux. Alors, ils se multiplient. C'est comme la peste. Je vais t'emprunter cette expression. Celui de comme la pêche, j'aime bien. Voilà. Merci encore une fois, Hervé. Puis je rappelle aux gens que tu as écrit dans tes romans historiques, tu as écrit notamment 2 romans qui touchent les Templiers. La mort du Temple 1, la mort du Temple 2. Et il y a les aventures de Joseph Laflamme. Et tu as écrit également la série Damné, dont on parle à un moment donné des Cathars. Hein? J'ai un cycle templier. Moi, j'ai commis un cycle templier. Damné, vérité, la mort du temple, sanctuaire, c'est tout templier. C'est épouvantable. Et t'as les Cathars aussi, on évoque les Cathars, qui pourrait être un excellent autre sujet, parce que là aussi, on parle Ils sont inséparables des templiers de toute façon. Voilà, et les Cathars auraient eu le Saint Graal, évidemment on pense à Montségur en France, en dernier bastion des Cathars. On fera sûrement une émission pour en parler parce qu'il y a également tout un mythe autour des Cathars. Ce qui va nous amener aux nazis et à leur recherche du Saint Graal. Pour essayer de trouver le Saint Graal, bien sûr. Oui, et à la mort d'Othoran, qui est mort de froid dans les Pyrénées, parce qu'il était convaincu que le Graal s'y trouvait. Et qui avait été mandaté par Himmler, justement. Ouais, mais il a sans doute été suicidé, hein. On l'a probablement aidé. Non, il faut pas oublier qu'il était homosexuel, puis quand on l'a découvert, Himmler, tout d'un coup, l'aimait beaucoup moins. Oui. Ah. Non, mais tu sais, un Arien, un Obermeisterführer, t'es pas gay, là. On s'entend, ça se fait pas, là. Bon. Non, c'est ça. Alors, on pense qu'il a été suicidé. Un peu comme on est démissionné, là, c'est. Ouais. On s'est fait démissionner. On en reparlera justement du Saint Graal jusqu'à Othoran, en passant par Himmler, parce qu'il y a tout le temps une fascination pour les nazis. Moi, je suis un peu étonné de voir tout cet enrobage qu'on fait autour des nazis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on a essayé de trouver un trésor templier au fond de Oak Island. Que dire des gens qui ont essayé de retrouver la trace d'Hitler en Amérique du Sud, alors qu'on savait qu'il était mort depuis des années au bunker à Berlin. Mais on est rendu qu'on fait des mystères avec Adrien Arcan ici. Non, écoute, c'est fou, là. C'est fou, là. Sans compter la patente, n'oublions pas la patente. Oh, la patente, écoute. La patente. Quel groupement politique influent. Oui, fascinant. Écoute, on s'en reparle, Hervé. C'est fascinant. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On aurait tellement de choses à dire. Toutes les fois que je te parle, tu finis en rien comme ça. Je pense que je vais me prendre mal de prendre. Oui. Non, c'était parfait, puis vraisemblablement, je vous écoute aller, puis c'est clair qu'on se dit à la prochaine, parce qu'on va... vous avez piqué ma curiosité avec toutes les histoires d'Himmler. Et, ça me fera plaisir. OK, merci encore une fois, Hervé. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Bye bye. Là, c'est volontaire qu'il nous quitte. Hervé Gagnon, c'était fascinant, Christian, vraiment. Et t'as un allié pour détester, haïr Oak Island, là, la malédiction d'Oak Island. Parce que c'est et je sais que je me répète, mais ça fait 45 ans que je suis dans l'univers un peu de l'étrange, du paranormal et tout ça. Et durant toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de gens, des sceptiques purs et durs, qui étaient au premier rang pour dénoncer le paranormal. Mais très souvent, quand j'écoutais leurs discours, je voyais que ces gens-là ne connaissaient pas bien le sujet sur lequel ils aimaient enfoncer le clou. Tu dis, je me rappelle avoir reçu à une émission des Radio X-Files
un sceptique, qui avait un excellent discours, un professeur qui avait un excellent discours sur la façon dont les amateurs de paranormal transgressaient les règles de la science, à quel point il présentait un argumentaire qu'il disait être scientifique, alors qu'il n'y avait rien de scientifique là-dedans. Mais à un moment donné, dans le discours, il lance un truc du genre « Oui, mais les gens en parapsychologie n'ont jamais obtenu de résultat. » Alors là, évidemment, ça vient de perdre de crédibilité, parce que c'est faux. En recherche en parapsychologie, on a obtenu des résultats statistiques qui sont très intéressants, mais évidemment, ça ne demeure que des résultats statistiques, mais il ne faut pas les minimiser, parce que dans d'autres disciplines scientifiques, la valeur statistique, elle est considérée. Si, par exemple, si un laboratoire va développer un médicament, on va donner à des gens un placebo, on va donner à d'autres gens le médicament générique. Ouais. Et là, si les gens, par exemple, qui prennent le médicament générique disent, dans un pourcentage plus élevé, on a ressenti un bien-être et voici les effets qu'on a ressentis, la valeur statistique des données sera considérée. C'est exactement la même chose. On en a beaucoup parlé au cours des 2 dernières années. Les vaccins, si on donne un placebo ou on donne un vaccin, on va constater au niveau statistique que moins de gens vont développer la grippe, moins de gens vont avoir la COVID, ou les gens auront des symptômes moins graves, ceux qui auront été vaccinés versus ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc, on voit que dans certaines disciplines, la valeur statistique, elle est considérée, et elle est considérée plus que simplement une valeur, elle est considérée comme une preuve. Alors, quand les parapsychologues arrivent avec des données statistiques qui sont très intéressantes, c'est vrai qu'il y a une résistance de la part de la communauté scientifique, et je l'ai souvent expliqué, puis c'est normal que ce soit comme ça, parce que le paranormal flirte avec la religion. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « moi j'ai un don de guérisseur », on en a parlé ensemble, entre le don de guérisseur de monsieur machin truc et le don de guérisseur du frère André, c'est rien que le contexte qui change, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, on voit que le paranormal souvent flirte avec le religieux. La science n'aime pas le religieux. Donc, on va exiger davantage d'éléments pour accréditer une soi-disant performance ou une démonstration de nature surnaturelle. Et c'est normal. Et même, je te dirais que non seulement c'est normal, mais faut l'encourager, parce que c'est très facile de duper les gens de cette manière-là. Mais cela étant dit, quand on me lance un truc comme ça, là, je dis, là, ça vient de perdre un peu de crédibilité. Tout ça pour te dire que durant toutes ces années, j'ai vu beaucoup de sceptiques. J'ai vu beaucoup de gens aussi amoureux du paranormal et prêts à croire n'importe quoi. Ce que je n'ai pas rencontré pendant 45 ans, c'est des amoureux de la vérité. La vérité, quelle qu'elle soit, elle est indépendante de la croyance. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est, il y en a peut-être pas de Templiers qui ont enterré des trésors à Oak Island. Je veux bien y croire, c'est le fun, c'est divertissant. Comme le disait Hervé, c'est de la bonne matière pour un romancier. Ouais. Mais l'effet historique, c'est que c'est pas ça. Il y a pas de Templiers qui sont allés enterrer des trésors à Oak Island. Si les gens ont envie d'écouter cette émission-là et de se prendre au jeu, faites-le. Mais on construit sur rien du tout. Et c'est ça qui me dérange. Donc, et là, Hervé le montre bien, il est exactement du même bord que moi. C'est un historien, c'est un amoureux de l'histoire, c'est un amoureux des faits vérifiés et vérifiables. Il l'a bien mentionné, quand on n'a pas de réponse, on accepte qu'on n'a pas de réponse, mais c'est pas nécessaire de construire un mythe autour de ça. De combler un vide. Voilà, comme je te l'ai mentionné, je crois la semaine dernière ou l'autre semaine, quand les gens disent les historiens ou les archéologues refusent de croire que des Européens ont pu venir en Amérique avant Colomb, c'est absolument faux. On le sait, les Vikings sont venus à L'Anse-aux-Meadows à Terre-Neuve. Il est possible qu'il y ait eu d'autres contacts entre des Amérindiens et des peuples d'Europe, mais ces contacts-là ont été beaucoup trop sporadiques pour avoir marqué d'un côté comme de l'autre la culture en général. Ça a pu alimenter certaines légendes, par exemple les Amérindiens qui ont parlé de civilisation avec des hommes blancs, ou etc. Est-ce que c'est simplement un mythe ou est-ce qu'ils avaient eu des contacts avec des Européens avant l'arrivée de Colomb? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, l'impact a été mineur, n'a pas entraîné une transformation des sociétés comme l'a été l'arrivée de Colomb en Amérique. Donc c'est un peu ça. Donc
c'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'il faut le minimiser puis dire c'est pas vrai. Si on n'a pas de réponse, on accepte qu'on n'a pas de réponse. Mais d'entuber les gens à creuser pour essayer de trouver un trésor qui n'a jamais été là. Je peux vous le dire, il y a eu des relevés qui ont été faits notamment par le National Geographic qui ont été faits dans les années 70. Il n'y a pas de tunnel, il y a rien qui a été. C'est une invention, cette affaire-là. Bon, voilà, je peux pas le dire autrement, là, c'est une invention. C'est tout. Et on peut continuer dans cette même voie-là, mais à un moment donné, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut du divertissement? On veut vivre dans notre bulle où il y a des farfadets, des gnomes, des Sasquatch, des Bigfoot? Ou est-ce qu'on veut la vérité? Moi, ce qui m'anime, c'est la vérité. Puis parfois, je suis sorti déçu d'une expérience que j'ai crue. Puis, tu sais, comme par exemple, quand j'étais adolescent, puis là, je sais que le temps file, il reste 1 minute, mais quand j'étais adolescent, je croyais à tout, hein, les extraterrestres, les soucoupes volantes, les fantômes, le monstre du Loch Ness. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que ça tient pas. Il y a rien